Je propose de parler des promesses technologiques ou promesses technoscientifiques, et en prenant le secteur nucléaire comme exemple. Et en fait, les promesses, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler un peu, mais c'est surtout un nouveau projet qui va démarrer au mois de janvier, qui est l'inspiration pour cette présentation. Moi, j'ai un peu la mauvaise habitude de parler des projets et des choses qui m'intéressent, et moins que les résultats de mes travaux. Et une autre chose qu'il faut ajouter, c'est que j'ai la mauvaise habitude de dépasser le dérapage des calendriers, pour ainsi dire. On va y revenir. Et donc, il faut que vous me coupiez la parole à la fin, sûrement. À 12h30, voilà. Très bien. Donc, le plan, ce que j'ai prévu, on verra bien si on va arriver jusqu'à la fin. D'abord, quelques mots sur ce qu'on appelle les méga-projets, parce qu'il y a toute une littérature sur les méga-projets, les grands projets d'infrastructure. Et moi, je parle de l'histoire des méga-projets énergétiques de l'énergie nucléaire, du point de vue des promesses, des pathologies des méga-projets et les controverses autour de ces projets. Puis une petite comparaison entre les promesses d'aujourd'hui et celles de la période d'après-guerre. Je vais prendre 3 exemples. L'EPR, la technologie, un nouveau réacteur dont Francis a parlé un petit peu hier, European Pressurized Reactor et ses problèmes. Le deuxième exemple porte sur la confiance, le rôle de la confiance et méfiance et contre-expertise dans le domaine nucléaire. Et le troisième serait sur le futur projet que nous allons démarrer au mois de janvier, sur les petits réacteurs, les Small Modular Reactors, qui sont proposés comme une sorte de sauveur du climat et de l'industrie nucléaire. Et finalement, quelques conclusions. Mais avant cela, un peu d'autopromotion, si vous voulez. Ça, c'est mon dernier projet qui m'a amené finalement à Barcelone, il y a 3 ans. Donc, c'était un projet européen, Marie Curie, financé par la Commission européenne, et où j'ai essayé d'analyser les méga-projets nucléaires et leurs pathologies, leurs problèmes, du point de vue de la confiance, méfiance, défiance dans ces controverses et l'évaluation. Comment évaluer ces projets dans ce contexte de controverse. Mais avant cela, moi j'étais impliqué dans un projet coordonné par Albert Presas i Puig, d'ici de l'Université Pompeu Fabra, où je travaille actuellement. C'était un grand projet européen aussi, financé par Euratom. Il y avait 23 institutions de recherche, 20 pays analysés, et l'objectif de ce projet était d'analyser l'interaction entre la société dans son ensemble et le secteur nucléaire. Question d'engagement des citoyens, participation citoyenne dans ce domaine. Et c'est justement ce projet qui a donné comme résultat ce livre que Andrea vient de mentionner. Donc, je vous incite à tous d'acheter ce livre qui vient de paraître il y a 15 jours. Donc, on va passer à l'histoire des promesses des méga-projets nucléaires, ou promesses des technologies nucléaires. Donc, d'abord, la première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'origine de l'énergie nucléaire se trouve dans le côté destructif de cette technologie, comme on pourrait dire. Donc, il y a des idées assez idéalistes derrière le développement de l'énergie nucléaire civile. Il fallait transformer ce pouvoir destructif en quelque chose de constructif et qui bénéficie à toute l'humanité.
Et une incarnation, la première incarnation de cet idéal, quelque part, c'était le premier réacteur nucléaire qui a produit de l'électricité au réseau national, construit mise en opération en 1956 au Royaume-Uni. Et là, les raisons étaient idéalistes. Il y avait la paix, qu'il fallait construire la paix, mais en réalité, ce réacteur encore avait comme objectif principal de produire du plutonium pour les bombes atomiques. Mais à côté de cela, la production de l'électricité a pris de plus en plus d'importance. Et l'État était le moteur principal derrière ces projets à l'époque. Et ici, j'ai mis une citation du discours de la reine Elisabeth lors de l'ouverture de cette mise en œuvre de cette ouverture de ce réacteur. This new power, which has proved itself to be such a terrifying weapon of destruction, is harnessed for the first time for the common good of our community. Donc c'est un exemple de ces idéaux nobles derrière cette technologie. Voici un exemple de la manière dont le secteur nucléaire perçoit les promesses et l'évolution de cette technologie. Donc, on parle des générations. Au début, bien sûr, on n'en parlait pas parce qu'on ne voyait pas qu'il y aurait plusieurs générations de technologies, mais ça a été inventé lorsqu'on est arrivé à la génération 4. C'est là qu'on a inventé cette idée de différentes générations. Donc, génération 1, c'était des prototypes réacteurs expérimentaux. Génération 2 représente les réacteurs en opération actuellement, construits surtout dans les années 70 et 80. Puis la génération 3 sont les réacteurs qu'on essaye de construire. En Europe, justement, il y a 3 projets dont je vais parler plus loin. Et puis la génération 4, en fait, c'est un ensemble de technologies, dont notamment les réacteurs rapides, qui étaient déjà perçus comme, dans les années 50, dès les années 50, comme l'apogée, quelque part, le point culminant de la technologie nucléaire. Donc l'idée avec ces réacteurs était qu'ils produiraient plus de combustible qu'ils en consomment. Donc quelque part, on serait libéré des contraintes posées par la disponibilité des ressources de combustible. Donc cette évolution, quelque part linéaire, perçue et présentée, promue par l'industrie nucléaire dont on parle aujourd'hui dans ce domaine. Et finalement, bien sûr, il faut mentionner ce que Francis a mentionné hier, la fusion nucléaire comme la vraie promesse ultime de cette technologie. Et les critiques aiment bien souligner que depuis les années 50, il y a toujours eu cette idée que dans une trentaine d'années, on aura des réacteurs de fusion opérationnels. Et on dit à peu près la même chose aujourd'hui, en 2020. Donc, il n'y a pas eu vraiment du progrès. Donc, on revient à la question des méga-projets. Donc, les méga-projets en général, ils sont fondés sur ces idéaux, des grandes promesses, mais aussi ils pâtissent des pathologies ou des problèmes typiques. Et d'ailleurs là, un autre spot de publicité pour un livre qu'on a coordonné il y a quelques années sur l'évaluation de ces méga-projets d'un point de vue socio-économique. Mais donc, qu'est-ce qu'on entend par les méga-projets ou larges, grands projets en français? J'ai pris quelques citations, quelques définitions en anglais.
large-scale, complex infrastructure projects usually commissioned by governments and delivered through partnerships between public and private organizations with multiple partners, high uncertainties, and considerable political stakes. Une définition semblable par Ben Flueberg, qui est un des gourous dans ce domaine, dans la littérature. Et puis, la manière la plus concise de définir colossal, captivating, costly, controversial and complex. Adjectifs qui définissent ces projets. Donc, il faut souligner que ce qui est important, c'est la taille de ces projets, les budgets, mais ce n'est pas la seule caractéristique qui définit les méga-projets. Donc, il y a la complexité, sans aller en détail de ce qu'on entend par la complexité, qui est un sujet complexe en soi. Il y a de grands enjeux, énormes budgets, les espoirs et les attentes, les promesses, on pourrait dire. Singularité, souvent ce sont des projets qui n'ont pas de précédents. L'évaluation est difficile. Les échelles temporelles et spatiales sont considérables. La gestion des déchets nucléaires est un exemple typique ou extrême des échelles temporelles. Ils sont des projets évolutifs et dynamiques. Il y a des incertitudes, des accords, controverses, conflits de valeurs, multiples acteurs à multiples échelles. Et la distribution des dommages et bénéfices est hautement problématique, on pourrait dire. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que les méga-projets sont conçus d'être transformatifs. C'est là qu'on entre dans la discussion sur les transitions. Donc, au lieu de seulement s'adapter au contexte, ils visent à changer cette réalité, ce contexte dans lequel ils opèrent. Et c'est ce qui complexifie surtout l'évaluation de ces projets. Parce que quelque part, les critères d'évaluation changent au fur et à mesure que change le contexte. Donc voilà, le mot transformatif est essentiel quand on parle de mégaprojets. Et un exemple du secteur nucléaire, exemple évident du pouvoir transformatif de ces mégaprojets, c'est le nucléaire en France. Comme vous le savez sûrement, en France, la grande transformation énergétique au nucléaire a été déclenchée en 1994 dans le sillage de la crise du pétrole, quand le Premier ministre Mesmer a déclenché son projet, ou le projet qui porte son nom. Et 13 réacteurs ont été construits jusqu'en 80, donc en très courte période, mais il y avait des visions, des promesses beaucoup plus ambitieuses. 50 réacteurs à l'an 85, jusqu'à 100 réacteurs avant 2000. Et l'objectif ultime à l'époque, c'était de transformer les réseaux électriques complètement nucléaires, fournir toute l'électricité française par le nucléaire. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'il y avait des ambitions qui n'ont pas été tout à fait atteintes, mais quand même les objectifs principaux ont été atteints dans la mesure où 70% de l'électricité nucléaire française depuis 1985 provient du nucléaire. Donc aujourd'hui, il y a 56 réacteurs qui ont été construits en seulement 15 ans. Donc aujourd'hui, imaginer une telle vitesse de construction serait inconcevable. Et voici, on voit la graphique qui montre la part du nucléaire dans l'approvisionnement de l'électricité en France. La croissance exponentielle dans les années 80. Et les réacteurs, 18 sites aujourd'hui en France et 56
réacteurs au total. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ce livre et qui s'intéresse au rôle du nucléaire ou à la façon dont le nucléaire a façonné la France telle qu'on la connaît aujourd'hui, je vous propose ce livre classique de Gabriel Hecht. Il y a une version française. La version originale a été rédigée en français en 1998. Et il ne faut pas oublier, quand on parle des promesses et des idéaux nobles derrière l'énergie atomique, il y avait des idées de la construction de l'Europe et collaboration internationale. Donc, à la fin des années 50, sont nés les trois principaux organismes qui opèrent, organismes internationaux qui opèrent dans le secteur nucléaire encore aujourd'hui. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Agence de l'énergie nucléaire, aujourd'hui sous l'égide de l'OCDE, et Euratom, qui est, je ne me rappelle plus, peu importe, l'Agence de l'énergie atomique de l'Union européenne, pour ainsi dire. Donc, revenons aux mégaprojets aujourd'hui. Quels sont les moteurs derrière la prolifération des mégaprojets qu'on voit aujourd'hui? Et là, il faut parler du rôle des mégaprojets en tant que projet typique à l'époque moderne. Donc, en Europe et en Amérique du Nord, après la guerre, les mégaprojets faisaient partie de la reconstruction après la guerre et l'idée du progrès. Alors qu'aujourd'hui, ce sont surtout les économies émergentes, la Chine, les pays du Golfe, les pays asiatiques, où la construction des mégaprojets est la plus forte, ou la croissance de la prolifération de ces projets. Mais on voit dans l'Occident, dans les pays occidentaux, récemment aussi une sorte de réémergence de la dépendance à ces grands projets qui représentent le haut modernisme. Et cela arrive dans un contexte où est motivé par le contexte de besoin de transition de soutenabilité, lutte contre le changement climatique, etc. Donc les mégaprojets d'aujourd'hui sont justifiés par le besoin de lutter contre le changement climatique et mettre en place des transitions de soutenabilité. Et cela contraste un peu avec les idées qu'on trouve dans la littérature sur les mégaprojets, qui mettent l'accent sur surtout Fluvial, que j'ai mentionné déjà, qui met l'accent sur les motivations un peu mesquines, si on veut, et intéressées. Et Fluvial, il a énuméré 4 catégories de motivations. Il y a les motivations politiques, l'idée que les hommes politiques veulent construire des monuments à leur nom, technologiques ou techniques, que les ingénieurs cherchent toujours des défis, essaient de construire quelque chose qui soit encore plus grand, plus beau. Les intérêts économiques, les hommes d'affaires ou le monde des affaires qui cherchent des bénéfices économiques, et finalement les inspirations esthétiques, motivations esthétiques, que tout le monde a envie de voir des infrastructures belles et visuellement attractives. Mais justement, moi je veux souligner ces idéaux, une sorte d'idéalisme et les promesses derrière ces projets, qui a clairement des objectifs non intéressés derrière ces projets.
et le programme Atome pour la paix déclenché par les Américains après la guerre ou dans les années 50 pour justifier justement l'énergie nucléaire est un exemple typique. Donc, il y a Claire Le-Renard qui a soutenu sa thèse la semaine dernière, en fait, et l'a mis en avant, où elle a emprunté cette idée de régime d'historicité moderne qui a été utilisée mise en avant par les historiens, que les grands projets faisaient partie de justement cette idée de modernité où on avait confiance, où on peut dire on avait la foi dans l'avenir, dans l'idée du progrès, l'innovation. L'innovation était toujours considérée comme quelque chose de désirable. On faisait confiance à la technologie. Donc, le lendemain qui chante quelque part. Et Claire parlait des communautés de conviction derrière ces projets. Et on pourrait évoquer des termes comme communautés épistémiques, communautés de promesses, communautés de conviction. Et dans le secteur nucléaire, ces communautés ont été bien visibles. Et il y a eu des controverses à l'intérieur de ce monde du nucléaire, entre ceux qui, par exemple, ceux qui défendent l'énergie, la fusion nucléaire et ceux qui préconisent les technologies des réacteurs rapides, par exemple. De différentes technologies et leurs promoteurs ont été en concurrence entre elles. Les ingénieurs, les économistes, les institutions de recherche et l'industrie, les intérêts économiques, les intérêts d'ingénierie quelque part. Et ce qu'il faut souligner, c'est le rôle des communautés contestataires. Donc, au-delà de la communauté nucléaire, il y a des communautés contestataires qui essaient de remettre en question ces promesses audacieuses proposées par ces promoteurs, les promoteurs de ces technologies. Et aujourd'hui, ce qui se passe, il y a un débat que vous connaissez sûrement entre ce qu'on pourrait appeler les écolos, les environnementalistes traditionnels et les écomodernistes. Et là, quelqu'un a mentionné hier le concept d'une sorte de nouveau scientisme, rationalisme. Donc, il y a cette confrontation entre les environnementalistes d'aujourd'hui. Donc, quand on parle des promesses des méga-projets, quel est le problème avec les méga-projets? Selon la littérature dominante sur le méga-projet, le problème principal, c'est que ces promesses, les grandes promesses, ne sont jamais vraiment tenues. Ben Flueberg parle des dérapages des coûts, dépassement des calendriers et les problèmes techniques, que ce projet ne livre pas ses promesses. Et cette idée est basée sur une idée assez simpliste de l'évaluation de la performance ou la qualité de ces projets. On met l'accent sur le budget, le calendrier et les spécifications initiales définies, les objectifs initiaux de ces projets. Mais ce sont des critères relativement assez simplistes si on regarde les projets avec un peu plus d'attention. Et ici, je peux souligner l'exemple de Sydney Opera House, l'opéra de Sydney, qui a dépassé le budget initial par 15 fois. Donc, le budget était 15 fois plus. Donc, c'était un vrai échec du point de vue traditionnel de la littérature des méga-projets. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'était vraiment un échec? Parce qu'aujourd'hui, c'est une sorte de symbole de la ville, bien aimée, bien appréciée
Donc, est-ce que c'était, du point de vue un peu plus ample, est-ce que c'était un échec ou non? Donc, c'est ça la grande question. Aussi, quand on parle des méga-projets nucléaires, et dans les discussions, débats entre les contestataires et les promoteurs de l'énergie nucléaire aujourd'hui, ces effets bénéfiques à long terme sont un sujet central. Mais il ne faut pas oublier, quand je parle des promesses, souvent quand on parle des promesses, on ridiculise un peu les promesses qui ne sont pas tenues et qui ne sont pas réalisées, mais il ne faut pas oublier la fonction performative de ces promesses. Et même si les promesses ne sont pas tenues, ce n'est pas forcément très grave, parce que les promesses sont ce qui permet de motiver les acteurs, rassembler les forces, nouer des réseaux, mobiliser les ressources, etc. S'il n'y a pas de promesses, il n'y aura pas de grand projet non plus. Et bien sûr qu'il y a des dangers avec ces promesses. Dès s'ils ne sont pas tenus, il y aura des déceptions et on peut parler d'une sorte de hype cycle. Je pense qu'il y a une traduction française pour ça. Mais l'idée, vous connaissez peut-être cette courbe, l'idée selon laquelle au début, la technologie suscite énormément d'espoir et d'attention médiatique. Et on arrive au comble de hype ou d'intérêt et visibilité dans les médias. Mais dès que la technologie finalement entre en opération ou mise en œuvre, c'est là qu'arrivent les déceptions, désillusionnements. Et l'idée avec cette hype cycle, c'est qu'on arrive finalement à une sorte de plateau de normalité. Et bien sûr, cette idée d'un cycle de battage médiatique, je pense que c'est ça la traduction française, c'est une idée assez simpliste et déterministe, mais ce qui est intéressant avec ce cycle, c'est que le cycle même a ses effets performatifs. Donc les acteurs anticipent quelque part que les technologies vont évoluer de cette manière. Donc finalement, je ne sais pas combien de secondes j'ai encore du temps. Andrea, tu peux me donner une indication du temps qui Oui, pardon. Et il est 12h12, donc certainement jusqu'à 12h30. Donc il y a un peu plus de quart d'heure, je dirais. Oui. Très bien. Donc, mais je vais essayer de faire vite. Donc, 3 exemples basés sur nos travaux que j'ai menés avec mes collègues. Et le premier exemple porte sur ce qu'on appelait la renaissance nucléaire. C'était un concept inventé par l'industrie nucléaire au début des années 2000 ou au fin des années 80. Et l'idée avec cette European Pressurized Reactor, qui est une technologie française, était de quelque part constituer une vitrine pour la renaissance nucléaire en Europe. Et l'idée de l'industrie française était bien sûr que ce serait une renaissance pilotée, menée par la France au niveau international. Et les promesses liées à ce réacteur étaient surtout fondées sur la question de sûreté, parce qu'on était dans l'époque après Tchernobyl, et l'objectif principal, c'était de démontrer que l'énergie nucléaire peut être sûre et qu'on n'arrivera jamais à répéter les erreurs de Tchernobyl. Mais il y avait des promesses économiques, que les coûts de construction seraient moindres et que la construction serait plus rapide. Mais il faut garder à l'esprit que les promesses ici étaient incrémentales. Ce réacteur ne représente pas une technologie révolutionnaire, mais plutôt une étape sur la voie vers la génération 4 que j'ai mentionné au début comme l'apogée, le point culminant de la technologie nucléaire.
Donc, en réalité, avant d'aller en réalité, ce que j'ai utilisé un peu comme le cadre théorique pour analyser cette histoire courte de cette technologie EPR, s'appelle le régime de l'économie des promesses technoscientifiques, qui a été proposé par Pierre-Benoît Joly, et Pierre-Benoît a travaillé avec Claire Le Renard récemment. Donc l'idée ici est assez simple, c'est qu'une promesse, c'est quelque chose qui se construit. Une promesse technoscientifique est construite à travers le discours, à travers de différentes mesures de promotion, etc. Et il y a deux conditions essentielles pour une promesse. La promesse doit être légitime. Le problème derrière la promesse doit être légitime, mais aujourd'hui, c'est surtout pourquoi on a besoin du nucléaire. Là, le changement climatique est normalement mis en avant. Et pourquoi on a besoin d'un nouveau type de réacteur? Pourquoi pas utiliser la technologie existante? Et le deuxième aspect, c'est la crédibilité de cette promesse, la viabilité, plausibilité de la mise en œuvre de la solution proposée. Ce qui est important et intéressant dans ces promesses, c'est qu'ils doivent être à la fois proposer quelque chose de radicalement nouvel, une rupture avec le passé, mais en même temps, pour rassurer le public, il faut que la promesse ne soit pas perçue trop radicale. Rassurer les gens en disant qu'on sait comment faire, on sait comment construire ces réacteurs, par exemple. Donc, il y a une tension inévitable entre ces deux aspects ou caractéristiques. Puis, quand on regarde en réalité ce qui s'est passé avec les 3 projets européens de construction de ce réacteur, on peut constater que ce sont des méga-projets typiques. Il y a eu des problèmes techniques assez sérieux, des dérapages de coûts, dérapages des calendriers en Finlande, France, Angleterre, qui sont les 3 pays où ce réacteur est en train de construction encore. Donc l'année prochaine, si tout se passe bien, finalement le réacteur d'Olkiluoto en Finlande va être entré en opération. Et ce qui est intéressant, c'est que quelque part, d'une certaine manière, cette technologie a suivi ce cycle de battage médiatique, ou hype cycle. Il y avait la grande promesse et grands espoirs à partir de la fin des années 80 jusqu'en 2002-2003. Puis l'apogée de hype en 2003-2005, quand on a décidé, Finlande et France ont décidé de construire ces réacteurs. Et puis, assez rapidement, une fois que la construction a démarré, on est entré vraiment dans la déception et des problèmes. Et Fukushima en 2011, c'était un peu le point le plus bas dans l'espoir de cette technologie. Après, aller savoir pourquoi, si on est arrivé à une sorte de plateau de productivité, normalité, moi je dirais que non, il y a des problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que au moment même où les problèmes commencent à apparaître et sont assez graves en Finlande et en France, entre 2006 et 2010, c'était le moment même où les Anglais, les Britanniques adoptent cette technologie pour déclencher leur propre programme nucléaire. Donc, expliquer cette anomalie, quelque part, est une question intéressante en tant que telle. Donc, ce qu'on peut constater, quelques observations de cette histoire, de cette technologie. D'abord, les défis d'une promesse incrémentale, je ne sais pas si c'est du bon français, parce que, comme j'ai mentionné, c'était pas vraiment, disons,
EPR avait du mal à promettre quelque chose de révolutionnaire où la promesse était assez modeste et ça constituait un problème pour cette technologie. Donc, ce côté rien d'inhabituel a constitué un problème pour la technologie parce que les critiques pouvaient toujours dire que regardez l'histoire de l'énergie nucléaire, c'est plein de promesses qui n'ont pas été tenues. Donc, quelle est la nouveauté avec ce réacteur? Et un autre problème, c'était que même au sein de la communauté nucléaire, pour ainsi dire, ce réacteur n'a pas réussi à mobiliser les réseaux de soutien et il y avait des critiques internes au sein de la communauté. Et puis, ça a fortement miné l'image des entreprises en question, EDF et Areva, qui n'existe plus, justement, en grande partie à cause de ce problème. Une seconde observation, c'est quand on parle de la légitimité et la crédibilité de la promesse. J'ai comparé la France et le Royaume-Uni et on peut constater que les fondations sont très différentes. En France, la légitimité du nucléaire, du programme nucléaire et du secteur nucléaire dépend intimement de la crédibilité de cette promesse de l'EPR. C'est vraiment l'EPR qui soutient l'industrie nucléaire en France. Le soutien de l'État à l'industrie est pris pour acquis, ce n'est pas un problème. Et il y a les ambitions de l'industrie nucléaire française au niveau international qui sont au cœur des préoccupations. Tandis qu'au Royaume-Uni, la légitimité reposait surtout sur la promesse de décarbonisation et lutte contre le changement climatique et surtout l'absence de subventions. L'idée que l'énergie nucléaire, c'est bien tant qu'elle ne sera pas subventionnée par les contribuables. Et on peut dire que la promesse, la réussite, le succès d'une promesse dépend en grande partie de la solidité du pouvoir, y compris le pouvoir discursif du régime nucléaire ou la communauté nucléaire dans le pays au sens large. Et quand on regarde les débats en France et en Finlande, on peut constater, ce sont des observations assez classiques, qu'en France et en Finlande, on a réussi à maintenir cette idée que le nucléaire est une source d'énergie abordable, alors que les renouvelables sont coûteuses et subventionnées. Et bien sûr, cette affirmation est devenue de plus en plus difficile à maintenir au fur et à mesure que le coût des renouvelables a baissé, mais c'est assez remarquable combien cette idée a persisté, surtout en Finlande, je dirais. Mais l'aspect le plus intéressant ici, à mon avis, c'est le Royaume-Uni, l'exemple du Royaume-Uni, que ce principe fondateur qu'il ne faut pas subventionner aucune source d'énergie ne doit être subventionnée. Ça a été transformé, d'abord transformé et après complètement abandonné, après des années et des décennies d'une sorte de fondamentalisme des marchés libres dans le discours et la politique britannique. Et là-dessus, il y a quelques publications qui viennent de paraître. Un troisième que j'espère sera publié bientôt. Le deuxième exemple, on a regardé la contre-expertise dans le domaine nucléaire. Et ici, on entre dans la question de l'interaction entre les promesses, le promoteur des promesses et les contestataires de ces promesses. Et le rôle de confiance et méfiance dans cette émergence ou non de la contre-expertise. On a analysé 5 pays nucléaires. Ce qu'on peut
constaté rapidement de ces 5 pays, c'est que 3, Finlande, France et Suède, sont des pionniers dans la mise en œuvre des projets de stockage des déchets de haute radioactivité. Finlande est prévu d'être le premier pays au monde où il y aura une installation géologique pour le stockage des déchets radioactifs en opération. Et un deuxième constat, c'est que Finlande et France sont des pays qui prévoient de rester nucléaires, construire de nouveaux réacteurs, tandis que les 3 autres sont dans des étapes d'abandon du nucléaire. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que contre-expertise... Pardon? Je voulais faire un feedback sur le timing. Donc là, il est 12h25. On se disait qu'on aimerait avoir quand même un petit peu de discussions après. Donc, je ne sais pas si c'est possible d'avoir de style 5 minutes plus ou moins de... Je sais que c'est un peu désagréable de dire ça, mais voilà. Pas de souci, pas de souci. Moi, c'est extrêmement intéressant, évidemment, mais... Je me suis trompé des chiffres sur mon écran. Donc, peut-être tout simplement pour souligner un aspect sur la contre-expertise et les communautés contestataires, c'est que cette contre-expertise dans le domaine nucléaire a été fortement développée en France et en Allemagne et en Suède depuis les années 70, tandis qu'en Finlande et en Espagne, elle est restée presque absente, ou du moins très faible. Je vais seulement parler de l'exception finlandaise, qu'on pourrait dire. On a constaté la même chose quand on regarde la presse finlandaise, suédoise, française. Le constat que la presse finlandaise, plus ou moins, retransmet le message rassurant de l'industrie et du gouvernement en faveur du nucléaire. Il y a une forte confiance dans la compétence des ingénieurs finlandais, une sorte de fierté nationale. Donc, la conclusion principale de Finlande, c'est que, à notre avis, ce qui manque en Finlande, c'est un peu une sorte de méfiance salutaire. La confiance est un fondement de l'opération de la société finlandaise et suédoise d'ailleurs aussi, mais il y a un manque de scepticisme salutaire, pour ainsi dire. Et la comparaison entre la Finlande et la Suède est très intéressante de ce point de vue-là, parce que en Suède, il y a une contre-expertise, il y a un débat, il y a des controverses, tandis qu'en Finlande, non. Et pourtant, les 2 pays sont perçus comme des pays de haute confiance. Donc, ça constitue une comparaison intéressante. Quelques papiers que vous allez sûrement lire. Puis, je ne vais rien dire sur le nouveau projet, mais qui porte sur les promesses des petits réacteurs. Mais juste une dernière chose en guise de conclusion. Donc, d'abord, observation, sans promesse, il n'y a pas de transition. Il faut des promesses, mais les promesses comportent leurs dangers. Le succès des promesses est conditionné par le pouvoir discursif et matériel du régime nucléaire, des conditions et traditions de confiance, méfiance, défiance, et le régime d'historicité, dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais on peut dire qu'il y a un régime d'historicité moderne et présentiste. Aujourd'hui, le vrai défi pour l'industrie nucléaire, avec ses promesses, c'est de s'adapter à ce régime d'historicité différente de la modernité ou du régime moderne, où les promesses d'aujourd'hui ne sont plus de grandes promesses idéalistes. Les promesses technologiques les technologies sont toujours perçues comme des contributions partielles à la construction
à la lutte contre les problèmes, disons. On essaie d'éviter les risques plutôt que construire quelque chose d'extrêmement nouveau. Et on ne parle plus des lendemains qui chantent, mais plutôt de lutte contre les risques qui nous menacent tout le temps. Donc, je vais terminer là. Excusez-moi pour avoir pour des dérapages de calendrier horaire. Aucun souci, on va vous applaudir à distance et en présence. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier beaucoup pour cette présentation et vraiment désolé d'avoir coupé l'élan qui, voilà, on aurait pu continuer, mais je voulais par contre revenir peut-être un instant, encore une minute, sur cette opposition entre deux régimes d'historicité, peut-être pour clôturer sur ce point parce que vous étiez en train de le présenter. Donc, pour bien définir, donc c'est un régime d'historicité moderniste, c'est ça, donc celui, disons, au XXe siècle, qui a précédé au lancement de l'énergie nucléaire en Europe, versus le régime actuel, disons, du XXIe siècle. C'est bien ça. C'est bien ça. Et on a mis le clivage, point de clivage en 89. D'accord. Et moi, je trouve que cette distinction est un peu simpliste, peut-être. Je le connais, c'est quelque chose qu'on prévoit employer dans notre nouveau projet. Mais je pense que ce qui serait intéressant est justement le dernier point sur cette slide. Est-ce qu'il y a des variantes nationales de régime d'historicité? Et là, je pense surtout à mon pays d'origine, Finlande. Est-ce que la Finlande, quelque part, est restée dans le régime d'historicité moderniste? C'est presque ça la question, si on veut le poser d'une manière un peu provocateur. Merci. Alors, il y a une question de Catherine Lonneau, de l'Université de Rennes. Et je dois... Oui, voilà. C'est gentil de venir face à la parole. Alors, bonjour à vous. J'ai été très intéressée par votre communication, votre conférence, d'autant que hier, votre collègue et peut-être ami qui vient de l'EHESS, donc M. Château-Renaud, nous avait mis en appétit pour votre conférence d'aujourd'hui. Donc, c'est finalement, le contrat est rempli. Merci beaucoup, monsieur. J'avais une toute petite question concernant les points de vue que vous exposez, où on ressent dans votre travail des comparaisons finalement entre plusieurs pays d'Europe avec des caractéristiques en termes à la fois d'appétit politique, de communication politique, de régime, vous l'avez dit, d'historicité, qui sont donc présentés par pays dans votre exposé que j'ai suivi avec attention. Je me demandais si au niveau de l'échelon européen et des politiques européennes, cette question de la promesse ne faisait pas l'objet aussi d'un intérêt de la part des acteurs qui sont, donc je répète, au niveau européen et qui s'inscrivent dans l'idéal de la promesse, notamment si on lit les travaux d'Axel Honneth, que j'ai eu le plaisir de beaucoup lire et voire d'entendre également. Et je trouve que lui, il se positionne beaucoup au niveau de l'Europe. On a l'impression qu'il voit l'Europe comme finalement cette espèce d'espoir, on peut le dire comme ça, pour ne pas être trop dans le fatalisme. Alors voilà, je voulais avoir votre avis sur les politiques européennes, sur cette question de la promesse. Merci encore pour votre exposé. Merci beaucoup pour cette question. Et en fait, il faut que je la prenne pas comme une question auquel je pourrais répondre maintenant, mais plutôt une inspiration pour notre nouveau projet. Et j'allais dire que les comparaisons entre pays sont toujours un peu risquées et difficiles parce qu'on peut toujours se demander si ça a du sens de délimiter l'objet de la recherche à une entité nationale, ou est-ce qu'il vaudrait mieux parler des régimes? Par exemple, on pourrait parler d'un régime européen, justement, mais bon,
Ce qu'on peut constater, bien sûr, dans le domaine nucléaire, que le nucléaire est quelque chose d'extrêmement clivant au sein des pays européens, ou qui divise les pays européens entre deux blocs, pour aller vite, et Finlande et France d'un côté, et puis par exemple Allemagne, Autriche à l'autre côté. Donc, du point de vue du projet européen, le nucléaire reste un sujet très intéressant. C'est ce que je peux dire maintenant. Mais le lier à des promesses de l'Europe, de l'idée de l'Europe, c'est sûrement un sujet intéressant. Merci. Alors, il y a une question de Françoise Bernard, à laquelle je passe la parole. Françoise Bernard de l'Université d'Aix-Marseille. Merci beaucoup, Andrea. Alors, je tiens à remercier très sincèrement le conférencier pour ce partage de travaux inscrits dans la durée et qui a une épaisseur d'analyse historique qui me semble... Excusez-moi, il y a une petite perturbation familiale. Ces travaux qui s'inscrivent dans la durée, avec un regard historique au-delà de l'analyse des régimes d'historicité, ce projet de proposer une analyse historique me semble très très importante pour toutes les thématiques que nous abordons, comme hier d'ailleurs l'analyse juridique était très importante, l'analyse en termes de droit. Voilà, alors mon commentaire et ma question portent sur cette question du plateau de normalité que l'on voit apparaître à un moment donné, et je voulais partager avec vous cette réflexion et savoir ce que vous en pensez. Est-ce que le temps, la séquence des controverses qui permettent des échanges, des explicitations, des argumentations contradictoires, etc., finalement sont proposées en point de départ comme étant un projet d'ouvrir des boîtes noires, en quelque sorte. Et cette épaisseur des controverses conduit paradoxalement à réinstaller des boîtes noires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce plateau de normalité, est-ce qu'il ne s'installe pas lorsque l'effet des controverses, des argumentations contradictoires ne s'épuise jamais, évidemment, puisque les controverses s'appellent les controverses, mais produisent en termes d'opinion, en termes de représentation sociale, un effet de mise en boîte noire, et on entre dans une période de normalisation, d'acceptabilité, non pas qui précède la controverse, mais qui suit en quelque sorte l'abondance des controverses. Voilà, donc je voulais peut-être voir avec vous s'il n'y a pas quelque chose à creuser sur cette espèce de dynamique de boîtes noires qui sont ouvertes, refermées, recréées, réinventées différemment, etc., et qui expliquerait ce plateau. Est-ce que, par ailleurs, cette question des promesses, que je trouve très intéressante, alors, actuellement, dans mes travaux, j'ai travaillé pendant 20 ans sur les problématiques et les pratiques des théories de l'engagement en acte, et je m'intéresse beaucoup à la mise en relation entre les engagements en acte et la question des imaginaires, et en particulier de l'émergence d'imaginaires socio-historiques, reprenant plusieurs apports, dont les apports de Cornelius Castoriadis, vous l'aurez compris au passage. Est-ce que le nucléaire n'est pas finalement un bastion de cet imaginaire de l'abondance qui, en quelque sorte, réémerge autour de la question énergétique, puisqu'il s'affaisse à beaucoup d'autres endroits? Est-ce que ce n'est pas un dernier bastion de cet imaginaire de l'abondance qui permettrait de comprendre pourquoi le nucléaire, les promesses de l'énergie nucléaire sont réactualisées au fil du temps? Voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire. Votre intervention est très inspirante
et je vais lire attentivement toutes les propositions bibliographiques que vous avez faites, même si j'en ai lu quelques-unes parmi elles. Encore merci pour votre intervention. Et moi, je vous remercie de vos questions qui susciteraient vraiment un débat très large. J'essaie de dire quelques mots pour répondre. Donc, à propos du plateau de normalité, la première chose que je dirais, c'est que, bien sûr, l'idée d'un plateau, l'idée de hype cycle est déterministe et les choses ne se passent pas toujours comme ça. À mon avis, de toute façon, on n'arrive pas forcément jamais à un plateau de normalité ou productivité, comme on dit. Mais cela dit, si on y arrive, est-ce que ça constitue une nouvelle boîte noire? Oui, l'idée est très intéressante et ça m'a fait penser aux recherches sur la participation citoyenne, l'idée selon laquelle la participation ou l'engagement des citoyens est utilisée comme une forme de légitimation, acceptabilité. Français, ça parlait d'acceptologie. Donc, pour moi, c'est un peu cette idée qui me vient à l'esprit, que toutes ces controverses, finalement, servent justement à consolider le projet. On réussit à montrer qu'on a traité le sujet de points de vue variés, et de cette manière, on n'est plus légitime à fermer les débats. Mais ce que je trouve, d'un point de vue comparatif, ce que je trouve très intéressant, c'est l'exception finlandaise. On parle beaucoup de l'exception française, mais pour moi, c'est l'exception finlandaise qui frappe tout aux yeux. Et, parce qu'en Finlande, il me semble qu'on n'a pas besoin de controverses. C'est un peu la perception générale. Chacun exprime son opinion et puis on ferme le sujet. Quelqu'un décide et ça y est, les décisions sont prises. Et en France, bien sûr, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Et là, bien sûr que je simplifie, mais juste un peu. Donc, c'est ce qui suscite justement cette question ça mène à la question des imaginaires. Est-ce que le secteur nucléaire est le dernier bastion de modernité ou des imaginaires d'abondance? Oui, sans doute, mais ça marche. Ces imaginaires ont plus ou moins force selon le pays, selon le contexte où ils sont inscrits. Et bon, il y aurait plein de choses à discuter là-dessus. Le débat autour des écomodernistes, que vous connaissez peut-être, les écolos environnementalistes en faveur de l'énergie nucléaire, qui sont de plus en plus forts en Finlande aujourd'hui, mais dans beaucoup d'autres pays. Mais le fait que leur puissance, qu'ils arrivent à se pénétrer dans le parti vert finlandais, par exemple, montre, à mon avis, quelque chose de spécificité finlandaise. Donc voilà. Merci. D'avoir été encore une fois trop long. Merci beaucoup. Alors, il y a une question à distance de Caroline Fernandez. Je ne sais pas si vous la voyez. À quel point est-ce que cette promesse nucléaire et sa poursuite sont plus liées à des rapports de pouvoir dus au rôle du nucléaire comme arme de guerre? Donc, c'est le lien avec l'autre aspect, si je comprends bien, l'autre aspect, l'autre face de l'énergie nucléaire. Pour aller vite, moi, je dirais que ce sont les contestataires qui essayent de souligner et mettre en avant cette idée du lien civil-militaire, alors que l'industrie, la communauté nucléaire le projette fermement. Donc, ça constitue pour moi, c'est un sujet qui réémerge. Je pense que ça va être. Et en Angleterre, il y a des chercheurs
anglais, mes collègues anglais qui ont proposé qu'une des raisons principales pour l'intérêt ferme du gouvernement britannique pour l'énergie nucléaire est justement ce sont les sous-marins nucléaires en Angleterre. Et que ce lien en Angleterre n'est pas aussi accepté qu'aux États-Unis ou en France. Moi, je trouve qu'aux États-Unis et en France, on prend plus ou moins pour acquis le fait qu'il y a un lien entre le nucléaire civil et la défense au nucléaire militaire. Ce n'est pas aussi contesté qu'en Angleterre. Voilà. Merci beaucoup. Alors, voilà, évidemment, il y a les frustrations des colloques, hein, donc il faudrait continuer, mais en tout cas, on va vous lire. Voilà, vous avez présenté la bibliographie, donc je pense que nous aurons l'occasion d'approfondir de lire vos recherches. Donc, moi, je vous remercie beaucoup et on va vous réapplaudir à distance et en présentiel. Je vous remercie.